Mohamed Qoran Kefash, Sherif Khaddam, La légende. Citation de Chateaubriand. La plupart de mes sentiments sont demeurés au fond de mon âme, où ne se sont montrés dans mes ouvrages que comme appliqués à des êtres imaginaires. Aujourd'hui que je regrette encore mes chimères sans les poursuivre, je veux remonter le penchant de mes belles années. Ces mémoires seront un temple de la mort élevé à la clarté de mes souvenirs. Chapitre 8. Première hospitalisation. Sherif Khaddam avait le regard vague. Ses yeux clignaient paresseusement, ayant du mal à s'habituer à la forte lumière du bloc opératoire. Le cerveau fonctionnait très peu, la tête vide, l'ouïe imprécise, le nez envahi par l'odeur de l'éther, un peu mêlée à celle de girofle. Le corps, allongé sur le brancard roulant, ne ressentait rien et ne réagissait plus à rien. Le bras droit immobilisé par une seringue branchée sur une bouteille de sérum, l'esprit hors d'état de pensée. Une trentaine de minutes plus tôt, l'infirmière Josiane Vidal était arrivée devant son lit et, comme à son habitude, par quelques plaisanteries légères, faisait sourire Shérif. C'était une femme agréable qui exerçait son métier joyeusement. « Bonjour, monsieur Kedam. Avez-vous bien dormi ?» dit-elle de sa voix calme et agréable. « Je viens vous faire une intraveineuse, enchaîna-t-elle en sortant un garrot de la poche de sa blouse blanche, d'une ou deux tailles, plus grande que sa silhouette, prodigieusement conservée malgré quelques indices qui évoquaient la cinquantaine passée. Elle va vous détendre et peut-être même vous faire fredonner l'air d'une de vos chansons, le taquina-t-elle. Vous n'avez rien mangé, ni rien bu, j'espère. Non, mademoiselle, je suis à jeun. Est-ce le médicament pour m'endormir demanda-t-il dubitatif. Non, c'est un anxiolytique qui va vous délasser en un temps record. Au fait, j'ai fait écouter Djurdjura au petit ami de ma fille. C'est un garçon de chez vous. De Beni Douala, me semble-t-il. Il voudrait vous rencontrer si vous êtes d'accord. Khaddam dit oui, mais il n'avait rien répondu à la question sur le sommeil, parce qu'il avait passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à la fois sur son état de santé et à mille et une choses de la vie. Il commença par regretter de ne pas avoir informé ses parents de sa pathologie. Puis, il décida qu'il n'avait rien à se reprocher. S'il s'en était abstenu, c'était par crainte de leur causer des soucis, car ils en avaient assez avec les préoccupations quotidiennes de la guerre. De toute façon, il leur enverrait un courrier tout de suite après sa sortie de l'hôpital. Débarrassé de cette culpabilité, il passa à autre chose sans grand remords. Enfin, naturellement, sa pensée souriante se porta sur la fraîcheur de son épouse. Il revoyait sa silhouette qui déambulait devant lui au lendemain de sa nuit de noces. Il se rendit compte que, même loin de ses yeux, il avait un grand attachement pour cette jeune femme si pure, si agréable, si patiente et si loyale. L'éloignement, la séparation, n'altèrent nullement mon affection. Dans son état vulnérable de malade, dont le destin dépendait du Tout-Puissant et du chirurgien, le docteur Ducrot, Sherif Khaddam semblait dominé par la crainte et par l'incertitude du lendemain. Je me souviens, me dit-il, que pendant 1 heure ou plus, et de minute en minute, divers sujets vinrent tenailler mon cœur. Mon corps était comme figé dans la position horizontale, et mes yeux n'arrivaient pas à se détacher du plafond. J'essayais de trouver le sommeil afin de me soulager de la tourmente et de l'angoisse, en vain. C'est étrange comme le cerveau humain fonctionne, à des moments précis de notre vie. Je me souviens comme si c'était hier. Je m'adressais à Dieu par le truchement des prières les plus ferventes avant que mon esprit retrouve les images de la campagne dorée par le soleil, sous un ciel bleu, dans le décor remarquablement varié des genêts. Je pouvais même sentir les églantiers et d'autres plantes qui rassasiaient mes narines d'un doux parfum discret. Je revoyais le temps que j'y avais passé avec la fermeture de la Zawiya. J'ai été heureux pendant ces quelques semaines. À cause de l'habitude imposée par la règle scolaire, je me réveillais au petit matin, mais ne me levais qu'avec le soleil. Je voyais maman préparer le petit déjeuner, heureuse d'échanger quelques mots avec moi avant d'aller travailler dans les champs. Je sortais presque aussitôt derrière elle pour une promenade. Je parcourais les bois, les chemins déserts des montagnes, j'errais au bord de la rivière où je savourais le silence profond de la fraîcheur de l'air et l'arôme de la menthe. J'en cueillais un petit bouquet et le ramenais à la maison, comme pour me déculpabiliser de mon oisiveté. Les paysages étaient tantôt verts ou déserts, tantôt couverts d'un nuage de tristesse et d'arbres défeuillés, ce qui leur donnait ainsi une physionomie laide et squelettique. La métaphore du désarroi et de la solitude par excellence, s'exclama-t-il avant de continuer. À mesure que mon sentiment s'épuisait, je finissais par penser que rien ne changerait le chemin de ma destinée ni sa durée.
D'une manière ou d'une autre, je n'avais pas d'autre alternative que d'être d'accord avec Dieu, à en juger par la souffrance devenue insupportable pendant les derniers mois de mon hospitalisation. Je me rappelle aussi la fièvre qui m'agitait tellement qu'elle m'empêchait de trouver une seule minute de sommeil. Alors, je pensais, et je repassais les images des divers épisodes de ma vie, les regrets, les rêves non réalisés, les plaisirs de mon enfance, ceux de ma jeunesse vécus à mon arrivée en France, car ceux de l'Algérie furent inexistants. Par contre, des souvenirs pleins d'amertume, eux, reviennent de temps à autre pour me rappeler la langueur insupportable des jours passés au village avant de partir à Alger. Aujourd'hui, quand je pense au temps rapide qui s'écoule grâce au bonheur que me fournit la vie parisienne, j'ai du mal à croire que j'ai pu y résister pendant des mois, durant lesquels chaque minute paraissait une journée. Toutes ces pensées me remuaient et éloignaient encore plus le sommeil que mon esprit désirait tant pour se reposer. Alors, il me restait la logique du bon sens qui faisait son apparition de temps en temps pour me calmer, me raisonner. Cela me donnait un espoir qui tempérait mon esprit, ne fût-ce qu'un court moment, mais c'était assez pour retrouver un nouveau souffle et structurer quelques idées acceptables de la chose. En partant de ce point rationnel, j'arrivais à régir l'habitude, voire la normalité de la situation. Dans le silence de la nuit, interrompu par quelques ronflements rythmés, ou de temps à autre, par un opéré de la veille, se lamentant avec une voix consternée qui bouleversait le cœur, par le gémissement étouffé d'un patient, ou encore par le pas discret du veilleur de nuit. Chérif réussit enfin à sortir du cercle vicieux de ses pensées lugubres grâce à une nouvelle fois à sa bien-aimée ainsi qu'au monde de son enfance. À toutes les occasions, ces images réussissaient toujours à écarter de son esprit les pénibles idées qui l'occupaient dans la douleur et dans l'incohérence. Pendant un long moment, un plaisir délicieux l'amena à les décrire, à les analyser, à les retourner dans tous les sens. Il se rappelait des couchers du soleil qui laissaient des fraîcheurs agréables, les nuits délicieuses qu'il avait passées dans le silence profond des champs à observer les étoiles et leur lumière éclatante. Il se promenait dans un rêve de jeunesse, livrant son cœur à la jouissance de la nature, et de temps à autre, regrettait un peu l'oisiveté et ce petit quelque chose qui lui manquait pour jouir pleinement de l'extase de la vie. Il mettra des années pour comprendre que ce petit quelque chose était l'expression poétique et musicale. Il continua à penser à cette logique qui le rattachait éternellement à son épouse et à rêver à la douce sensation de la première minute où il avait posé les yeux sur elle. Elle était d'une fraîcheur et d'une beauté qu'il avait maintes fois décrites dans sa poésie. De bijoux, sa poitrine est embellie, comme la lune est jolie. Thefzim trafd merinis, sifesem zundagur. Il répéta les quelques vers de cette chanson et de Nadia avant que l'anxiété le contraigne à revenir à la réalité. Que deviendrait-elle si jamais quelque chose lui arrivait pendant l'opération? Il se raisonna fortement. Ainsi, il réussit à éluder cette question et toute autre idée noire. Il se mit à réciter quelques sourates du Coran. Cela occupait son esprit, tranquillisa son cœur, délaça son âme et relaxa son corps. Apaisé, il se replongea dans le passé de ses chansons et plus particulièrement le présage des paroles de Tsellim Arfillaouen, 1960. De tout mon cœur, je vous dis adieu, frère. Elle est arrivée, ma dernière heure. Je vous implore, parents chers, je pars et vous laisse dans la sérénité, car le redoutable vient m'emporter. Adieu, ma famille, mes chers amis. Rancœur oubliée, ô mes ennemis. Ma dernière heure est arrivée, c'est la vie, c'est la destinée. Soyez nombreux pour ma dernière prière, avant mon éternelle demeure sans lumière. Lasse des différents combats qu'elle venait de livrer, son imagination finit par s'épuiser pour enfin laisser le sommeil le libérer sans résistance. Au début du mois de mars 2007, en écoutant une cassette, j'étais loin de penser que j'allais trouver une chanson qui confondit ma mémoire. Au fur et à mesure que le magnétophone propageait l'air de Tsellim Arfellaouen, les paroles m'intriguaient. Je n'arrivais pas à ordonner ma mémoire pour me souvenir à quelle époque et en quelle langue je les avais entendues. Peu à peu, ma mémoire s'organisa pour se rappeler que c'était dans les années 70, à Dublin, que j'avais entendu les paroles de Terry Jacks. « Goodbye my friend, it's hard to die, when all the birds are singing in the sky. Goodbye to you my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Goodbye, Papa. Please pray for me. I was the black sheep of the family. » L'original de cette chanson est de Jacques Brel. Le moribond, 1961. Adieu les milles, je vais mourir.
C'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs la paix dans l'âme. Adieu, ma femme, je t'aimais bien, tu sais, mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qui est avant le tien, mais on prend tous le train qu'on peut. Hasard ou concours de circonstances, ces deux hommes avaient repris le même thème quelques années après Tsellimar Fellaoun. En écoutant cette chanson en mai 2007, imprimée dans mes sentiments depuis 1963, avec la mélancolie de la jeunesse, je fis le lien, d'abord avec Terry Jacks, puis avec Jacques Brel. À cette époque, mon interprétation des paroles de Sherif Reddam, née de l'insouciance et de l'imprévoyance d'un jeune adulte, était vague, voire primaire. Si j'ai fait le rapprochement de ces deux grands artistes occidentaux avec Sherif Reddam, c'est pour marquer mon admiration pour la grandeur de cet homme. Il a su donner à plusieurs générations, passées et présentes, passionnées de poésie et de musique, un bonheur que l'énergie de ses paroles rythmées exprimait. La beauté de son art était, et est encore, aussi réelle que sa vertu et sa sagesse. Beaucoup de mes interlocuteurs ont parlé de sa vision. J'ajouterais quant à moi qu'il avait un mélange d'audace et d'impertinence qui surprenait son entourage, quand on connaissait sa timidité et sa réserve naturelle. Grâce à ce rare génie dont la nature l'avait doté, il navigua avec une aisance exceptionnelle entre la passion et la patrie, entre la souffrance physique, le comportement et l'ambivalence des humains, la pureté ou la laideur d'une certaine mentalité collective. Saïd Dilmi, admirable poète, véritable répertoire ambulant des œuvres de Sherif Reddam, et aussi ancien collègue à la radio-télévision algérienne depuis les débuts des années 60, me confia. Mon grand ami Chérif avait et aura pendant longtemps quelques longueurs d'avance sur ses contemporains. La beauté de ses idées poétiques est issue de sa vaste imagination. Il a une facilité exceptionnelle pour tracer avec passion et harmonie le portrait des paysages et de la femme. C'est un homme talentueux, doté d'un génie pour les mots et d'une intégrité exceptionnelle. Dès notre première rencontre, je compris qu'il était un homme généreux, d'une noblesse de cœur et d'un enthousiasme de l'âme qui m'ont immédiatement fasciné, me dit-il pendant que ses yeux se mouillaient de larmes d'émotion, de tendresse et de sentiments d'estime. Sa poésie et sa musique sont marquées aussi par ses expériences personnelles très profondément vécues, que ce soit en Algérie, avant et après l'indépendance, ou en France pendant la guerre. Si ses chansons initiales étaient consacrées à la femme, à l'amour et à l'émigration, les autres furent aussi sensibles et variés que les épisodes agités de sa vie. Je crois que la plupart des hommes qui ont souffert, et je sais de quoi je parle, trouvent leur remède dans la poésie, l'écriture, la musique ou la peinture. Dans leur existence, l'art joue un grand rôle. Je crois même qu'il leur sert de refuge dans un univers exclusivement réservé à leur âme créatrice. Les paroles de Dashrif sont d'une immense richesse poétique, romantique et naturellement philosophique. Aujourd'hui, tout le monde constate que, dès ses premières chansons, il a mis la lumière sur l'obscurité de certains tabous et il a ouvert le débat sur quelques doctrines avant d'exprimer les joies et les douleurs. Pour Sherif Reddam, le temps devenait de plus en plus long, maintenant que sa santé retrouvait sa vigueur. À la fin de la 3e semaine, il se sentit assez confiant pour demander au médecin d'écourter son séjour. Celui-ci considéra que c'était prématuré et lui suggéra de finir la 4e semaine de sa convalescence. Le personnel de la maison de repos était plus souple et moins stressé que celui de Necker. Une ambiance détendue y régnait, malgré les réticences de quelques malades que je sentais malveillants à l'égard des deux Algériens et de moi-même, me dit-il. Parmi la vingtaine de patients, il y en avait une demi-douzaine qui formaient un groupe hostile. Leur cercle passait son temps à dénigrer ou à critiquer leurs femmes, De Gaulle, l'URSS, les Arabes en général et les Algériens en particulier. Chacun d'entre eux essayait de placer un mot juste ou faux, intelligent ou terne, bête ou méchant, et tentait d'interrompre une phrase commencée par un autre ou se dénigrait les uns les autres. C'était souvent Jackie, la surveillante générale, qui faisait l'objet de critiques sévères sur sa compétence ou sur la gestion de son service. Elle était blâmée à la moindre faille, pour une ampoule électrique brûlée ou une salade mal assaisonnée. Il passait 2 à 3 heures à fouiner pour imaginer des mensonges inventés à partir d'un sujet ou d'un geste dont l'un d'entre eux en aurait été témoin dans la journée ou en aurait entendu parler la semaine précédente. Quant à la guerre d'Algérie, elle était gagnée et ce n'était plus qu'une question de semaines avant que le reste des Félagas soit exterminé. Information diffusée à la radio selon le plus petit et le plus virulent parmi eux. C'était intéressant de les voir dépenser toute cette énergie à critiquer durement ceux qui n'étaient pas affiliés à leur groupe
et toujours en leur absence. Une des aides-soignantes d'origine antillaise avait été traitée de négresse parce qu'un jour, elle avait osé faire une remarque sur le comportement du leader du groupe. Schlieffredam me regarda, comme pour dire qu'il allait conclure et changer de sujet. J'ai cru deviner que ses yeux exprimaient de la pitié pour ces pauvres gens. Je crois, dit-il, que dans ma vie, je n'ai jamais rencontré des personnes aussi arrogantes, acharnées, insensées et d'une impolitesse systématique. Oh, cela existe aussi chez les nôtres, conclut-il. Ceux qui ont le plaisir de connaître sa civilité, son mélange de discrétion, de bonté, de complaisance, de générosité, suivi de sa légendaire modestie, ne seront pas surpris de lire qu'il a dit « La grossièreté et l'insolence sont une honte ». Pour occuper différemment son esprit, accaparé par le projet d'un poème, par une crise d'anxiété ou tout simplement par une mélancolie passagère liée à ses parents et à ses sœurs, il envoya son esprit prospecter le passé récent et l'actualité politique des derniers mois. Il se demandait pourquoi, d'un côté Charles de Gaulle parlait de la politique de l'autodétermination et de l'autre affirmait qu'il ne traiterait pas avec le FLN du destin de l'Algérie. Il ne comprenait pas l'ambiguïté de ces déclarations, alors qu'il relevait le général Massu de son commandement pour avoir dit que l'armée était favorable à l'Algérie française. Il pensait que le vent commençait à être favorable à la cause algérienne après les combats entre Français qui s'étaient déroulés dans le quartier des facultés d'Alger et avaient fait une vingtaine de morts. Il songea à De Gaulle qui continuait à tenir des propos contradictoires, parlant un jour de l'Algérie aux Algériens et un autre jour déclarant que jamais le drapeau du FLN ne flotterait sur les villes algériennes. Il continuait de penser à la guerre et aux diverses déclarations des uns et des autres. Pour lui, chaque nouveau discours semblait effacer l'événement du précédent. Il se rappelait son arrivée en France en 1947, année où l'Inde avait obtenu son indépendance. Le gouvernement du Royaume-Uni avait pendant longtemps usé de la même stratégie, soufflant le chaud et le froid pour déstabiliser Mohandas Gandhi et ses amis. Les discours du général occupèrent pendant un long moment la tête de shérif avant de passer à ses sujets préférés, la poésie, la chanson et les nouveautés de la musique, comme pour dominer sa crainte légitime de l'anesthésie. Il avait une petite faim. Il regarda sa montre. Il n'y avait plus que 4 heures avant l'aube. Il revoyait les fantastiques paysages du Djurdjura. Il s'imaginait y être à observer le coucher du soleil avec ses beaux rayons dorés. Il ferma les yeux. Il s'endormit d'un sommeil flou, comme la journée qui s'annonçait devant lui. « Quelle heure est-il, s'il vous plaît ?»« Il est 16 heures, monsieur Quedam, » répondit l'infirmière. « Ça va, vous n'avez pas trop mal ?»« Où suis-je ?»« Vous êtes dans la salle de réanimation. »« J'ai soif, articula-t-il avec difficulté, d'une voix à peine audible. « Je vous donnerai un peu d'eau dans un moment. » Il entendit à peine la fin de la phrase. Il replongea dans un sommeil profond. Quand il ouvrit les yeux pour la deuxième fois, depuis 1 heure, son esprit était plus alerte. Cette fois, il réalisa qu'il était couché sur le côté et sentit des douleurs vagues au bassin. Bien que ses pensées fussent imprécises, il prit conscience qu'il était encore vivant et remercia Dieu de lui avoir conservé la vie. Il avait le sentiment que cette intervention allait lui donner une existence meilleure. Il soupira avant de redemander un verre d'eau à l'infirmière assise à son chevet. Elle lui passa la main sur la joue et lui redressa légèrement la tête avant de porter à sa bouche un verre d'eau en forme d'éprouvette. « Merci, dit-il. Vous avez faim ? Non. Vous avez mal ? Oui, des douleurs dans le dos. C'est tout à fait normal après une intervention de ce genre. Vous verrez, demain vous vous sentirez mieux. Je reviens dans un instant. Ne vous mettez surtout pas sur le dos, conclut-elle avant de le quitter. Schlieffredam fut de nouveau soulagé. Les douleurs qu'il avait ressenties étaient passées au second plan, tant le bonheur qu'il éprouvait surpassait tous les maux du moment. Le lendemain, me raconta Schlieffredam, je sentis le violent mal de dos s'apaiser. Mais j'éprouvais toujours cette sensation d'être prisonnier dans mon lit, qui me gênait à la longue. L'apaisement moral était bien réel, mais je réalisais tout de même qu'une déprime s'installait. Bien que physiquement je ne sentis aucune différence pendant quelques jours après l'opération, moralement, j'éprouvais une vague sensation d'avoir perdu quelque chose de moi-même. Même si le rein qu'on m'avait ôté pesait moins de 100 grammes, j'avais le sentiment que mon corps était allégé de plusieurs kilos. Fort heureusement, cette étrange impression ne durera que quelques jours, mais elle était assez singulière pour que ces souvenirs soient ancrés à jamais dans ma mémoire. Sinon, l'hospitalisation s'était relativement bien déroulée et les soins étaient de bonne qualité. Oh, bien sûr, cela n'avait rien de comparable avec le progrès de la médecine depuis ce temps-là et le confort des hôpitaux français d'aujourd'hui.
Mais je crois que j'avais la chance d'être admis dans un établissement renommé et de tomber sur une équipe médicale consciencieuse et compétente. Ces conditions ont atténué la détresse post-opératoire et celle de l'isolement familial. Enfin, il y avait aussi les nombreuses visites des amis. Sur ce point, je dois dire que j'étais privilégié en comparaison de certains patients, d'ailleurs en majorité français. À ce moment-là, je découvris que nous les Maghrébins, nous étions plus solidaires que les Européens. J'ai compris aussi que les relations entre les gens du Sud en général étaient beaucoup plus agréables et avenantes que celles des gens du Nord, même si elles paraissaient souvent superficielles, voire frivoles. Le grand élan de fraternité de mes amis, qui venaient me rendre visite, surprit bon nombre de malades. Certains d'entre eux étaient un peu envieux de l'attendrissement montré par les plus réguliers, dont certains habitaient à plus de 100 km de Paris. Je dois dire que leur fidélité et leur présence me faisaient chaud au cœur. En m'attestant leur amitié, ils m'ont beaucoup aidé à surmonter des moments de confinement difficiles. Car pendant les jours qui ont suivi l'opération, les heures s'écoulaient lentement et tout passe-temps était précieux. De nos jours, j'ai l'impression que nos fréquentations sont basées sur l'espérance d'un profit quelconque qu'on pense tirer d'un rapport humain. D'ailleurs, si vous êtes médecin ou architecte, c'est tout juste si on ne vous présente pas par votre profession avant d'énoncer vos noms et prénoms. Shélif Dam séjourna dans un hôpital parisien avant d'être envoyé dans une maison de repos dans le Jura. Pendant sa convalescence, Shélif Dam ressentait une joie réelle de recouvrer peu à peu la santé. Il fut heureux de respirer l'air pur qui lui rappelait celui de ses origines. À certains moments, il plaisantait avec ses nouveaux amis. À d'autres, il préférait les promenades solitaires, pendant lesquelles il aimait fredonner un air qu'il venait de composer en imagination, à la suite d'un événement passé ou présent. Toutefois, de temps à autre, il redevenait sombre en pensant à ses parents, à leurs conditions de vie et au risque de la guerre. Depuis le début de sa convalescence, il n'avait aucune nouvelle de la Kabylie ni de Paris. Alors, il occupait son esprit avec la politique et les troubles successifs du gouvernement français, rapportés par ses compagnons de la maison de repos. Il apprit ainsi l'explosion de la première bombe atomique française dans le Sahara algérien, qui avait eu lieu quelques mois auparavant. Il apprit aussi le voyage de Nikita Khrouchtchev à Paris pour tenter de résoudre les différends entre les deux pays au sujet de l'Allemagne. Le Premier ministre soviétique avait également demandé le désarmement de l'Algérie, que le général de Gaulle avait bien sûr refusé. Shélif Dam avait aussi appris la mort d'Albert Camus, survenu dans un accident de voiture le 4 janvier. Cette disparition l'affecta beaucoup, tant il savait que ce philosophe était pour l'égalité des droits de l'homme et pour une coexistence pacifique entre les Arabes et les pieds noirs. عفوي وردك عفو
الشهر أروي خلقا دعوه إذ الشدة قلبي تشهر تسمينا وخلوي أيامنا نقول يومك الوالدين وضعهم بقلبي عشان السن يوسد ويني قلبك روحك رجعتي لمن إذ وقيد الشعر عنه ذي الغنينا وذي المسكين ذي القاين وذا سبا وريرني يداس ويسين أرسلينا وخلوي ما يتنادى كل أسمر الوالدين وضعهم بقلبي عشان يوسد يوسد ويني قلبك روحك رجعتي لمن تورا الساعة بالضبط الأمانة تعوض بابس السمتني الشهد قرن في اللي ما كالس كل يوناني ذا يحسن يكفي مطبط الحنكيس تسمي ما وخلوي حياتنا تقول يا أسمر الوكيل وضعهم بقلبي عشان يوسد يوسد ويني قلبك روحك رجعتي لمن في اللي غسني الظلم غزل لي تنجرد وذمي ولا أحباب فرقا